OK. Donc là, vous allez voir que des rapports de vraisemblance positifs supérieurs à 5 ou inférieurs à 0,2. Je ne vous ai pas mis sur les diapos les intervalles de confiance à 95%, parce qu'il faudrait tenir compte de l'imprécision, mais j'ai essayé de faire en sorte que les rapports de vraisemblance positifs que je vous indique, la valeur inférieure de l'intervalle de confiance soit également supérieure à 5. Donc on est sûr qu'ils ont une bonne valeur diagnostique, et j'ai fait la même chose pour les rapports de vraisemblance négatifs. Voilà. Donc on commence par l'examen cardiovasculaire. Voilà ce dont on va parler. La déviation du choc de pointe pour le diagnostic d'insuffisance cardiaque à fonction systolique altérée. Le rythme irrégulier chaotique pour le diagnostic de fibrillation atriale. La sensation de battement cervical rapide pour la tachycardie jonctionnelle. En fait, c'est pour une catégorie précise, mais c'est la plus fréquente de tachycardie jonctionnelle. L'intensité variable du B1 pour la dissociation auriculo-ventriculaire, donc le bloc auriculo-ventriculaire du 3e degré ou la tachycardie ventriculaire avec une systole, une contraction auriculaire préservée. Et puis enfin, sur l'artère, l'abolition des poux pédieux et tibial postérieurs. Donc, comme j'ai pris comme exemple, je vais vous dire les rapports de vraisemblance positifs et négatifs qui correspondent. Et puis, quelque chose d'assez amusant, parce que vous aimez bien les capteurs, moi aussi, hein, c'est l'utilisation de la SPO2 aux orteils pour faire le diagnostic d'artériopathie oblitérante des membres inférieurs. Donc, le choc de pointe, autre intérêt de la sémiologie quantitative, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est qu'elle nous permet de savoir quelle est la meilleure façon de réaliser un geste clinique pour qu'il soit informatif. Et ça également, ça a une valeur considérable. Vous passez dans différents stages et vous voyez des gens faire, alors oui, les maîtres, d'accord, mais ils font tous différemment et du coup, moi, je ne sais pas comment faire. Eh bien, je vais dans la littérature et je regarde la façon de réaliser le geste qui me donnera la meilleure information possible. Ici, pour la déviation du choc de pointe, vous voyez sur l'illustration, on pose la paume sur le sternum, on met les doigts dans les espaces intercostaux, on arrive à peu près à la ligne médioclaviculaire quand on fait ça, et puis on avance petit à petit. Et on dit que le choc de pointe est dévié si, 1, il est palpable, et 2, il est palpable en dehors de la ligne médioclaviculaire. D'accord ? S'il n'est pas palpable, ou s'il est palpable sur la ligne médioclaviculaire ou en dedans, il n'est pas dévié. Et ça, c'est intéressant, parce que devant quelqu'un qui a des symptômes d'insuffisance cardiaque, avoir une déviation du choc de pointe, ça vous permet de dire que son insuffisance cardiaque, elle est à fraction d'éjection altérée. C'est corrélé également au gros cœur radiologique ou échographique. Et vous voyez que le rapport de vraisemblance positif est à 10,3. Donc ça augmente de façon considérable la probabilité que ce soit une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection ventriculaire gauche altérée. Et ça, c'est corrélé à la spécificité qui est excellente, 93-99%. Malheureusement, vous regardez la sensibilité, ce n'est pas quelque chose d'extrêmement fréquent. Soit parce qu'on ne sent pas le choc de pointe, ce qui n'est pas inhabituel, soit parce que, bien que le cœur soit gros, eh bien, le choc de pointe n'est pas dévié de façon extrême. Donc le rapport de vraisemblance, la sensibilité est énorme, et le rapport de vraisemblance négatif n'est pas très performant. Donc c'est un bon signe pour affirmer le diagnostic. La tachycardie irrégulière chaotique pour la fibrillation atriale. Donc la fibrillation atriale, comme vous le savez, il y a une contraction, enfin une transmission un petit peu anarchique de l'influx nerveux vers le ventricule, donc qui se contracte de façon irrégulière, et en fait plus qu'irrégulière, de façon anarchique. Là, vous avez deux tracés, puisque devant une tachycardie irrégulière un petit peu anarchique, on a soit une fibrillation atriale effectivement, soit des extrasystoles extrêmement profuses, auriculaires ou ventriculaires très très profuses. En revanche, ou à contrario, si vous avez un rythme qui est régulier, vous êtes à peu près certain qu'il ne s'agit pas d'une fibrillation atriale. Donc le rythme irrégulier, c'est une condition nécessaire pour poser le diagnostic de fibrillation atriale, mais ce n'est pas suffisant parce qu'il y a un diagnostic alternatif qui sont les extrasystoles fréquentes. Et c'est là où on qualifie le rythme non seulement d'irrégulier, mais également de chaotique. C'est quand on constate que on peut dire finalement qu'il y a un rythme, une fréquence de base, c'est relativement rapide, la fibrillation atriale, et il arrive qu'on perçoive des pauses. Eh bien, ce qui peut arriver dans la fibrillation atriale et qui qualifie la tachycardie chaotique et qui n'arrive jamais quand il y a des extrasystoles multiples, c'est qu'il y ait deux pauses consécutives. Ça n'arrive jamais quand il y a des contractions auriculaires anarchiques, c'est toujours des battements en plus. D'accord ? Donc s'il y a une pause, c'est un repos compensateur, mais après, il y aura soit un battement cardiaque normal, soit une extrasystole, donc il n'y aura pas une deuxième pause à la suite. Entendu ? Donc,
pour le diagnostic de fibrillation atriale, chez quelqu'un qui est tachycarde, eh bien, le caractère irrégulier, ça a une bonne valeur, un bon rapport de vraisemblance négatif. Autrement dit, l'absence d'irrégularité du rythme vous permet d'exclure une fibrillation atriale, mais ça n'a pas un excellent rapport de vraisemblance positif. Un rythme irrégulier ne vous permet pas d'affirmer avec certitude qu'il s'agit d'une fibrillation atriale. Pour ce faire, il faut que le rythme soit chaotique, c'est-à-dire irrégulièrement irrégulier, et en particulier avec la survenue de pauses consécutives. Et ce qui est intéressant, c'est que l'article qui a étayé ça, donc qui faisait l'évaluation du rythme sur 20 secondes, ça suffit, et il ne le faisait pas à la palpation radiale, puisque vous savez que l'onde de pouls n'est pas bien transmise par toutes les systoles ventriculaires quand il y a une fibrillation atriale. Donc on ne mesure pas la fréquence cardiaque de quelqu'un qui est en fibrillation atriale au pouls. De même que les oscillomètres, donc les dynamapes, ne permettent pas de bien donner la fréquence cardiaque chez quelqu'un qui est en fibrillation atriale. Il faut la mesurer soit à l'auscultation, soit ici dans le papier, c'était en palpant le choc de pointe finalement. Et donc là, vous voyez, rapport de vraisemblance positif à 24. Donc le fait d'être attentif à ça, de percevoir qu'il y a 2 pauses consécutives au moins une fois dans 20 secondes de palpation ou d'auscultation cardiaque, ça vous permet d'affirmer que votre tachycardie irrégulière est liée à une fibrillation atriale plutôt qu'à une extrasystolie profuse. Donc ça, c'était pour la fibrillation atriale. Ensuite, il y a l'histoire de tachycardie par réentrée. Et en fait, je vous ai dit, donc c'est cette sensation de battement cervical rapide. Et pourquoi il y a cette sensation de battement cervical rapide? C'est parce qu'au niveau du cou, il y a à la fois l'onde de pouls carotidien, physiologique finalement, qui est consécutive à la systole ventriculaire, et à la fois une onde de pouls jugulaire, une onde de pouls veineuse, et que ces 2 événements sont concomitants, et donc voilà, le patient ressent le battement comme étant à l'intérieur du cou. Et ça ne survient que si précisément la systole ventriculaire et la contraction auriculaire sont simultanées, puisque si c'est le cas, la contraction auriculaire, au lieu de propulser le sang de l'auricule vers le ventricule, puisque le ventricule lui-même est en train de se contracter, la valve, là en l'occurrence mitrale, est fermée, et donc il va y avoir un retour veineux vers le contraire, en sens inverse. Pareil pour le ventricule droit et la tricuspide. C'est ce qui explique qu'il y a simultanément le pouls carotidien et le pouls jugulaire et cette sensation de battement cervical. Et ça, sous réserve qu'il y ait vraiment une coïncidence. Et cette coïncidence temporelle entre la systole ventriculaire et la contraction auriculaire, c'est vrai dans les tachycardies jonctionnelles par réentrée intranodale typique. C'est-à-dire où le faisceau qui descend est lent et le faisceau qui remonte est rapide. Donc c'est la plupart des tachycardies jonctionnelles par réentrée intranodale, donc c'est les slow fast. Par contre, si c'est une fast slow, eh bien là, la systole auriculaire, elle sera plus tardive, et donc pas concomitante à la systole ventriculaire. Et si c'est avec une réentrée par un faisceau de His, souvent vous savez que c'est des auricules rétrogrades, donc voilà, ça précède. Et donc cette sensation que le patient a au moment de la tachycardie, que vous n'observez pas forcément, puisque les bouvrées, ça peut être relativement bref, mais quand vous interrogez le patient, s'il vous dit « j'ai eu des palpitations, ça battait très très fort et ça battait surtout dans mon cou », eh bien vous savez que non seulement c'était une tachycardie jonctionnelle, mais en plus que c'est par réentrée nodale et que c'est la forme typique, avec un rapport de vraisemblance positif qui est à 351. Donc voilà, et un rapport de vraisemblance négatif qui est à 0,1. Donc c'est un signe qui a une valeur d'information exceptionnelle, à la fois quand il est présent et à la fois quand il est absent. L'intensité variable du B1. Pourquoi est-ce qu'on peut avoir un B1 qui est d'intensité variable? Donc le B1, on dit habituellement que c'est le bruit de fermeture des valves mitrales et tricuspides. Donc sa force finalement est proportionnelle. Tout ça n'est pas vraiment avéré au plan physiologique, mais c'est un bon modèle. Sa force est proportionnelle au volume d'éjection et à la puissance d'éjection. Et donc, si le B1 est variable, c'est soit parce qu'il y a un temps de remplissage variable du ventricule, qui n'aura pas le même volume d'éjection systolique à chaque fois, et donc pas la même force de contraction et pas la même intensité de fermeture des valves mitrales et tricuspides. Donc, dans l'ACFA, par exemple, dans la fibrillation atriale, il y a un B1 qui est d'intensité variable, mais sur un rythme irrégulier. Quand le rythme est régulier,
ça veut dire deux choses, ça nous donne deux informations. Le fait que le B1 soit d'intensité variable. La première, c'est qu'il y a une systole ou une contraction auriculaire, puisque c'est ce qu'il faut dire, qui est normale, qui persiste, et qu'il y a une dissociation entre cette contraction auriculaire et la systole ventriculaire qui vient ensuite. Ça, c'est relativement facile à comprendre, je pense, quand on est devant une bradycardie régulière avec dissociation auriculo-ventriculaire, c'est-à-dire un BAV3. Donc là, vous voyez les systoles auriculaires qui suivront les QRS, et puis les contractions auriculaires qui suivent les ondes P. Et ici, par exemple, vous avez dans l'intervalle précédent cette systole ventriculaire, une contraction auriculaire, mais qui est relativement tôt dans la diastole, donc qui ne va pas être très, très efficace. Donc lors de cette contraction-là, le volume éjecté sera faible et le B1 sera relativement doux. Cette systole auriculaire, elle survient quasiment en même temps que la contraction ventriculaire, donc elle sera inefficace. Celle-ci sera relativement efficace, donc ici, ça sera un petit peu plus fort. Et puis ici, on aura une systole auriculaire qui sera bien efficace en fin de diastole, et puis une au début de diastole qui sera un petit peu efficace aussi. Donc on aura un ventricule gauche bien rempli au moment de sa contraction. Donc ce B1-là, il sera fort. D'accord ? Et donc là, vous avez 3 B1 qui vont être d'intensité différente parce qu'il y a ce découplage entre la contraction auriculaire et la systole ventriculaire. Et la même chose vaut dans les tachycardies régulières. Quand il y a une intensité variable du B1 devant une tachycardie, vous pouvez dire que c'est une tachycardie ventriculaire avec dissociation auriculo-ventriculaire. C'est un petit peu plus difficile à voir, je trouve. Il faut que le rythme ventriculaire soit plus élevé que le rythme auriculaire. Mais là, on voit, vous verrez quand vous regarderez les diapos de près, que les systoles auriculaires, elles interviennent à des moments variables du cycle ventriculaire et qu'elles sont du coup plus ou moins efficaces, voire pas du tout, pour remplir le ventricule et donc permettre d'avoir un volume d'éjection systolique important et un B1 fort. Et devant une tachycardie régulière, vous voyez, le fait que le B1 soit d'intensité variable, ça a un rapport de vraisemblance positif à 24, à plus de 20, en faveur d'une tachycardie ventriculaire. Donc c'est un argument extrêmement fort en faveur du diagnostic. Pour l'artériopathie oblitéralement inférieure, donc ça je vous le dis, pas parce que vous ne le savez pas, j'imagine que vous le savez, mais parce que vous avez dans vos services des étudiants hospitaliers, des externes, qui eux ne le savent pas forcément. On a fait une petite étude, étudiants en fin de 6e année, qu'on avait évalué dans nos services, c'était à Paris 6, Paris 5, et on leur avait demandé de réaliser un certain nombre de gestes sémiologiques, et notamment la palpation des pouls distaux. Donc ils étaient juste avant ou juste après les épreuves classantes nationales, c'est-à-dire juste avant de prendre leur première garde aux urgences. Et il y a un quart d'entre eux qui cherchaient le pouls tibial postérieur derrière la malléole externe. Donc non, hein, c'est derrière la malléole interne qu'on cherche le pouls tibial postérieur. Et il y en a qui le trouvaient d'ailleurs derrière la malléole externe, je ne sais pas comment c'est possible. Mais voilà, donc pour l'artériopathie oblitéralement inférieure, ce qui est le plus rentable, c'est d'aller palper les pouls distaux, donc pédieux, un petit peu en dehors du tendon du gros orteil, et puis tibial postérieur, en arrière de la malléole interne. Et l'abolition des deux, du pouls pédieux et tibial postérieur, vous voyez, est très en faveur du diagnostic d'artériopathie oblitéralement inférieure, avéré par un index de pression systolique inférieur à 0,9, rapport de vraisemblance positif à 8,8. Et l'absence, vous voyez, un rapport de vraisemblance négatif, l'absence du signe a un rapport de vraisemblance négatif qui est à 0,3, donc c'est en défaveur du diagnostic. Et l'absence d'une conjonction, l'absence de l'absence du pouls tibial postérieur et du pouls pédieux, c'est la présence de l'un des deux au moins. Autrement dit, il suffit que vous ayez un des deux, soit le pédieux, soit le tibial postérieur, pour que ce soit un argument en défaveur d'une AOMI, et c'est un argument en réalité en faveur soit d'un manque de technique dans votre examen, soit d'un pouls qui est difficile à palper parce que c'est comme ça, mais ce n'est pas le plus souvent lié à une artériopathie oblitéralement inférieure quand il y a un seul des deux pouls en distalité à la cheville qui est aboli. Et puis cette histoire de SPO2, alors ça c'est chez des patients qui étaient des diabétiques asymptomatiques, donc ce n'est pas les patients de réanimation. La SPO2 aux orteils, en cas d'insuffisance circulatoire, bien entendu, ça a une valeur diagnostique qui est discutable quand elle est captable. Mais donc chez des patients qui sont stables cliniquement, quand on les met en décubitus et qu'on compare leur SPO2 aux orteils et aux doigts, le fait qu'il y a un gradient, de même qu'il y a un gradient de pression, il y a un gradient de SPO2 avec une SPO2 qui est inférieure de 2% aux orteils par rapport aux doigts, ou bien
et ça nous fait penser à l'ischémie de décubitus. Quand on surélève le pied de 30 cm, la SPO2 diminue de 2%, pareil. Eh bien, l'une ou l'autre de ces observations a, vous voyez, un rapport de vraisemblance positif extrêmement fort en faveur du diagnostic et un rapport de vraisemblance négatif en défaveur du diagnostic qui est également intéressant. Donc c'est vraiment un examen de valeur qu'on devrait faire plus souvent, je pense, chez des patients stables. L'examen respiratoire maintenant. Donc l'hippocratisme digital, intéressant parce qu'il vous indique volontiers l'existence d'une maladie chronique un petit peu avancée, que ce soit au niveau du foie, éventuellement au niveau du cœur ou au niveau du poumon. Et puis la différence entre crépitant et sous-crépitant. Donc l'hippocratisme digital, souvent on vous dit c'est des doigts en baguette de tambour. En fait, c'est une très mauvaise façon de diagnostiquer l'hippocratisme digital que de regarder les mains de face. Il faut les regarder de profil. Et ce qui porte le diagnostic, quand on regarde le doigt de profil, c'est l'indice d'épaisseur phalangienne qui, vous voyez, dans l'hippocratisme digital, est inversé par rapport à quelqu'un qui a un doigt normal. Vous avez une épaisseur de la phalange, chez vous comme chez moi, qui est plus petite à la hauteur de la base de l'ongle qu'à la hauteur de l'interphalangienne distale. Dans l'hippocratisme digital, c'est l'inverse. Donc il y a un bombement dans le sens antéro-postérieur de la dernière phalange qui est mesuré ici au niveau de l'insertion de l'ongle et qui fait que ce rapport finalement s'inverse par rapport à ce qu'il est en physiologie. Et puis il y a l'angle hyponychial qui est l'angle entre le dos de la dernière phalange et puis la ligne qui joint l'insertion de l'ongle en proximal et l'insertion de l'ongle en distal. Eh bien, cet angle, physiologiquement, il est inférieur à 180 degrés et en cas d'hippocratisme digital, il est supérieur à 180. Mais bon, on n'a pas toujours un rapporteur ou un pied à coulisses pour faire ces mesures-là au lit du malade. Et donc, il y a M. Chamrot, qui était un anatomopathologiste, qui avait une endocardite lente, et qui était capable de dire si elle était active ou pas, s'il devait prendre des antibiotiques ou non, en regardant ses ongles et en voyant son hippocratisme digital évoluer. Et en fait, plutôt que d'utiliser le rapporteur ou le pied à coulisses, eh bien, il confrontait les deux dernières phalanges, comme c'est montré ici. Et quand vous avez un angle qui est supérieur à 180 degrés, cette petite fenêtre de lumière que vous avez, vous, comme moi, quand on confronte nos deux dernières phalanges, disparaît. Donc ça, c'est un excellent signe. Enfin, c'est un bon signe pour faire le diagnostic d'hippocratisme digital simplement, confronter les deux dernières phalanges des index, par exemple, et vous voyez que le rapport de vraisemblance positif est à 8, le rapport de vraisemblance négatif à 0,2. Donc intéressant. Ça, c'était pour l'hippocratisme, l'inspection. Maintenant, pour l'auscultation pulmonaire, donc les bruits anormaux à l'auscultation pulmonaire, on distingue les bruits musicaux, qui sont des bruits continus, les sibilants, les bruits trachéaux, etc. Et puis les bruits non musicaux ou discontinus, qui sont des craquements et des crépitants, en l'occurrence. Mais en réalité, si on veut être un petit peu fin dans notre sémiologie, il y a différents types de craquements qu'on a tendance en France à appeler tous des crépitants. On ne devrait pas parce que leur signification peut varier en fonction de leurs caractéristiques précises. Et notamment, il y a des râles qu'on appelle des sous-crépitants. Alors moi, quand j'étais externe, je pensais que c'était des crépitants qu'on n'entendait pas bien, enfin, je ne savais pas trop. Et puis on m'a dit que non, en fait, c'était la même chose que des râles bulleux. Et donc je comprenais encore moins. Je suis allé voir dans les livres, et notamment dans les livres américains, où ils ont une terminologie, vous voyez, où ils disent crackle pour tout, mais ils disent les crackles de début d'inspiration, de milieu d'inspiration ou de fin d'inspiration. Et ça correspond en gros à nos sous-crépitants, crépitants humides et crépitants secs. Effectivement, les sous-crépitants, ils sont plutôt proto-inspiratoires. Quand ils sont seuls, ils s'arrêtent au milieu de l'inspiration à peu près. Les crépitants secs, donc ceux de la fibrose pulmonaire typiquement, ils sont téléinspiratoires. Et puis les crépitants humides, ceux de l'OAP, ils commencent dès le milieu et puis ils se terminent jusqu'à la fin. Une autre caractéristique qui distingue les sous-crépitants début d'inspiration des crépitants milieu ou fin d'inspiration, c'est le fait que les sous-crépitants sont mobilisables à la toux. C'est pour ça qu'à titre personnel, je fais toujours tousser les patients avant de les ausculter. Et si je ne les fais pas tousser, il arrive que j'entende des choses qui ressemblent à des crépitants et qu'avec les cycles respiratoires, on a beaucoup de drépanocytaires, c'est très fréquent chez eux par exemple, avec les cycles respiratoires, ces crépitants disparaissent. Ce n'étaient pas des crépitants, c'était des sous-crépitants. Si je l'avais fait tousser de façon plus efficace avant, je ne les aurais pas entendus au début et ils n'auraient pas parasité ma réflexion. Ces sous-crépitants, c'est des bruits d'encombrement bronchiolaire, donc ils ne vous parlent pas d'une maladie ou d'une atteinte des alvéoles, mais vraiment des bronchioles, voire des bronches.
Et leur valeur diagnostique et pronostique a été évaluée dans la maladie respiratoire chronique obstructive, qu'elle soit aiguë pour le diagnostic ou chronique pour le pronostic. Quand vous avez des crépitants au sens large, c'est-à-dire des crackles au sens des Américains, dans le cadre d'une décompensation respiratoire, mais qu'en fait ce sont des crackles proto-inspiratoires, donc des sous-crépitants, eh bien c'est très en faveur d'une origine bronchique et non pas alvéolaire. Donc ce n'est pas une pneumonie qui gêne le patient pour respirer, ce n'est pas un OAP, c'est une exacerbation de BPCO, ou si c'est un enfant, une bronchiolite. Et vous voyez que ce caractère proto-inspiratoire des craquements a un rapport de vraisemblance positif à 14,6, donc il est très en faveur d'une origine bronchiolaire. Alors après, il peut y avoir les deux, il peut y avoir des bruits inspiratoires, des craquements inspiratoires du début jusqu'à la fin. Donc c'est quand il y a l'association d'une atteinte bronchiolaire ou bronchique et alvéolaire. Donc c'est une exacerbation de BPCO à la faveur d'une pneumopathie, par exemple. Mais en tout cas, le fait qu'on les entende au début, vous voyez, ça a une très forte valeur prédictive positive, rapport de vraisemblance positif, en faveur de l'origine bronchique ou bronchiolaire. Et puis, chez un patient qui est à son état de base, dont vous savez qu'il a une maladie respiratoire chronique obstructive, une BPCO, le fait qu'il ait des sous-crépitants, eh bien, c'est en faveur d'une atteinte grave, donc stade GOLD 3 ou 4, donc VEMS inférieur à 50%, avec, là encore, un rapport de vraisemblance positif qui est très fort, mais également un rapport de vraisemblance négatif qui est proche de 0. Donc c'est vraiment un indice clinique utile et méconnu. Mais pour pouvoir l'utiliser, il faut bien être attentif à l'auscultation et à la position des craquements dans le cycle respiratoire. Examen neurologique maintenant. Donc je vais vous dire, si j'ai le temps encore, oui c'est bon. Donc je vais vous parler de la pression artérielle systolique pour faire le diagnostic d'une lésion intracrânienne comme cause d'un trouble de vigilance non traumatique. Je vais vous dire 2 mots de la CAM, donc Confusion Assessment Method. Je pense que Emmanuel, toi tu ne parles pas de ces éléments, j'imagine. Hein, je n'ai pas fait sur les mouvements anormaux. Donc pour diagnostiquer le syndrome confusionnel en soins intensifs. Et puis, quelques éléments pour diagnostiquer un déficit moteur frustre, à côté duquel on passe si on n'est pas attentif, alors qu'il indique une lésion intracrânienne. Et puis, quelques éléments aussi, parce que c'est rigolo, je ne sais pas si ça vous concerne directement, mais c'est amusant, pour identifier le caractère fonctionnel d'un déficit moteur, donc hystérique, quoi. Donc la pression artérielle systolique supérieure à 160 chez des patients qui ont des troubles de la vigilance non traumatique. Donc ce n'est pas une blague. Moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais quel rapport? Et en fait, vous voyez, ça fait un BMJ. Et puis il y a eu d'autres articles par la suite. Et dans cette étude où il y avait plus de 1000 patients qui arrivaient en réanimation pour des troubles de vigilance non traumatique, un coma non traumatique, eh bien, vous voyez la distribution de la pression artérielle en nombre de patients en fonction de l'existence, ici en blanc, d'une lésion intracrânienne ou de son absence. Et vous voyez qu'il y a vraiment une distribution bimodale. Avec, quand on prend la valeur seuil à 160 mm de mercure, des pressions artérielles qui sont très élevées, une grande majorité de patients dont les troubles de la vigilance sont dus à une lésion intracrânienne, des hémorragies intracrâniennes, des AVC ischémiques ou des tumeurs, le plus souvent. Et donc, si on traduit ce graphique en matière de sensibilité, spécificité, rapport de vraisemblance positif et négatif, vous voyez, devant un trouble de vigilance non traumatique, une pression artérielle systolique supérieure à 160 à l'arrivée du patient, ça a un rapport de vraisemblance positif à 7,3, ce qui est relativement considérable et un petit peu inattendu. La CAM ICU, donc ça c'est un outil pour faire le diagnostic de syndrome confusionnel en réanimation. Vous savez que c'est important d'être capable de faire le syndrome confusionnel, le diagnostic en réanimation, parce que ça a un impact sur la qualité de vie du patient également, mais sur son pronostic. Et puis ça peut être l'occasion de diagnostiquer des choses à côté desquelles on serait passé éventuellement. Enfin bref, le patient n'est pas encore revenu à son état stable. Et donc ça opérationnalise une petite démarche algorithmique pour porter presque à coup sûr le diagnostic. Donc la première chose, le syndrome confusionnel, c'est quelque chose d'aigu et fluctuant. Donc 2 premières questions. Y a-t-il un changement brutal par rapport à l'état mental habituel? Y a-t-il des fluctuations de son état mental dans les dernières 24 heures? Si ce n'est pas le cas, si on n'est pas devant quelque chose d'aigu et quelque chose de fluctuant, ce n'est pas un syndrome confusionnel. Deuxième chose, la confusion, c'est un trouble de l'attention.
aigu et fluctuant. Donc on fait une épreuve attentionnelle en deuxième, et l'épreuve qu'il propose, c'est un petit peu comme dans le MOCA, si vous êtes familier avec, c'est quand on dit la lettre A, le patient doit faire quelque chose, là en l'occurrence il serre la main. Donc on lui épelle Casablanca, C, A, S, A, en lui demandant à chaque fois que la lettre A, qu'il entend la lettre A, de nous serrer la main. Et s'il est capable de le faire sans faire plus de 2 erreurs, 2 erreurs, c'est soit il serre quand on dit pas A, soit il ne serre pas alors qu'on a dit A, pas plus de 2 erreurs, on continue, il a un trouble de l'attention. En revanche, s'il fait 2 erreurs ou moins, il n'est pas confus. Ensuite, associé au trouble de l'attention, il y a un trouble de la vigilance. Les patients, ils sont hypo ou hyper vigilants. Et ça, vous avez une échelle que je ne connaissais pas avant pour le mesurer, l'échelle RAS. Et donc, il faut qu'il soit à 0. Il faut qu'il soit ni hypo ni hyper vigilant. Il faut qu'il soit éveillé et calme. RAS à 0. S'il est à 0, s'il est à 0, il faut continuer à réfléchir. Si en revanche, il n'est pas à 0, s'il est soit agité, soit léthargique, eh bien, vous avez terminé, vous avez votre diagnostic de confusion. S'il est à 0, en revanche, il faut un élément supplémentaire pour porter le diagnostic, c'est la désorganisation de la pensée. Et là, vous avez quelques questions à lui poser, très simples. Et il vous répond par oui ou par non. Une pierre flotte-t-elle sur l'eau? Y a-t-il des poissons sur la mer? 1 kg pèse-t-il plus que 2 kg? Pouvez-vous utiliser un marteau pour enfoncer un clou? S'il fait plus d'une erreur, il est confus. S'il fait moins d'une erreur, il n'est pas confus. D'accord? Donc ça paraît un petit peu compliqué quand on l'entend pour la première fois. En réalité, ça se fait en 3 minutes au lit du malade. Et c'est très... Enfin, voilà. C'est très facile une fois qu'on a l'habitude, avec une excellente valeur diagnostique, à la fois pour affirmer ou pour exclure le diagnostic de syndrome confusionnel. Là, c'est les résultats d'une méta-analyse. Donc, on a des estimations qui sont relativement précises. Rapport de vraisemblance positif à 20, rapport de vraisemblance négatif à 0,2. Donc, c'est très bon. Ensuite, quelques éléments sémiologiques en faveur d'un déficit moteur frustre. Donc là, c'est des études qui ont été faites et qui ont évalué la valeur des signes chez des personnes qui venaient passer une imagerie cérébrale, une IRM ou un scanner, parce qu'ils avaient des manifestations très discrètes, très subtiles, par exemple une maladresse de la main, et puis un examen clinique neurologique de débrouillage qui semblait normal. Donc c'est des patients qui ne sont pas hémiplégiques. Et ce test-là, donc vous voyez, où on demande aux patients de rouler les bras, les avant-bras, s'il y a un bras qui devient satellite de l'autre. Normalement, nos 2 bras ont exactement la même dextérité, la même force. On fait le mouvement de manière harmonieuse. Quand il y a une hémiparésie, un déficit moteur frustre, une lésion hémisphérique contralatérale, le bras du côté de la lésion devient satellite de l'autre. Donc ça, c'est très facile à faire et ça a une très très bonne valeur diagnostique. Chez un patient qui a un examen neurologique de débrouillage qui est normal, eh bien c'est en faveur, sa présence est en faveur d'une lésion hémisphérique avec un rapport de vraisemblance positif à 15,6. Autre chose, une sorte d'équivalent finalement de notre manœuvre de Barré du membre supérieur. Les Américains, ils font le pronator drift, donc ils demandent aux patients de mettre les bras comme ça. Paume vers le haut. Quelque chose d'important, c'est que comme le Barré au membre supérieur, si on veut diagnostiquer un déficit moteur frustre, il faut le faire tenir pendant longtemps, parce que l'atteinte pyramidale, il y a une fatigabilité avant le déficit, donc il faut attendre au moins 45 secondes. Il faut demander au patient de fermer les yeux. Sinon, ce qu'il fait, c'est qu'il compense quand il voit que la main se creuse et que le bras tombe, ou bien qu'il y a une dérive pronatoire qui s'ébauche, il met plus d'intention du côté déficitaire. Donc il faut que ça se fasse les yeux fermés. Et à ces deux conditions près, donc si vous demandez bien au patient de fermer les yeux et si vous maintenez la position pendant 45 secondes, ça aussi, c'est un bon indice pour détecter un déficit moteur frustre devant un examen neurologique de débrouillage apparemment normal avec un rapport de vraisemblance positif, vous voyez, qui est presque à 10. Et puis, j'enchaîne directement avec les troubles fonctionnels, donc les hémiplégies ou les hémiparésies hystériques, puisque la même manœuvre, donc la dérive pronatoire, va vous permettre d'identifier les patients dont l'hémiparésie, le déficit moteur, est fonctionnel. Il n'est pas lié à une lésion organique, il n'est pas pyramidal. Donc, ce que font les patients hystériques à qui vous demandez, qui se plaignent d'un déficit moteur au niveau du membre supérieur et à qui vous demandez de faire cette manœuvre, ils sont comme ça, et ils ont le bras qui tombe comme ça, sans la dérive pronatoire qui est attendue. Et donc ça,
ce profil finalement de déficit qui n'est pas physiologique, eh bien, il a un rapport de vraisemblance positif en faveur d'une hyperrésie hystérique de 11,4 et un rapport de vraisemblance négatif, c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on ne mime pas, qu'on ne simule pas non plus, rapport de vraisemblance négatif à 0,02. Donc vraiment, bonne valeur diagnostique. Puis un autre truc, juste parce que c'est rigolo, le signe de Hoover, là c'est dans les parésies du membre inférieur, les parésies hystériques ou fonctionnelles. Quand on a une paralysie organique d'un des deux membres, on peut lever l'autre. D'accord. Et vous et moi, si on est allongé et qu'on essaye de lever une jambe, eh bien, avec l'autre, finalement, on va appuyer sur le plan du lit pour rendre plus efficace la levée de la jambe. Les patients qui sont parétiques, ils ne pourront pas exercer cette pression vers le bas puisque le membre il est parétique. Donc tout l'effort il va être porté par la jambe valide. Ils ne feront aucun effort de l'autre côté. En revanche, les personnes qui ont une paralysie non organique, qui ne sont pas capables de contrôler ça, eh bien, quand ils vont lever de façon efficace leur jambe qui n'est pas paralysée, eh bien, ils vont appliquer la même pression que nous sur le plan du lit. Et ça, si vous mettez bien vos mains, vous le sentez. Et quand vous leur demandez de faire l'effort de lever la jambe parétique, eh bien, la personne qui est authentiquement paralysée, elle va faire un gros effort, et ce gros effort, vous allez le percevoir parce qu'elle va planter son talon dans le plan du lit avec beaucoup de vigueur, alors que la personne hystérique ne va pas faire le même effort, et vous sentirez qu'il ne se passe pas grand-chose au niveau de la jambe contralatérale. D'accord ? Bon, voilà, signe de Hoover. Et ça, rapport de vraisemblance positif, 42, rapport de vraisemblance négatif, 0,3. 3. D'accord. Donc, examen digestif. Et de toute façon, on peut s'arrêter un peu n'importe comment et vous regarderez sur les diapos suivantes, il n'en reste plus beaucoup, les signes qui restent. Pour l'examen digestif, je vous propose de parler de l'astérixis pour l'insuffisance hépatique, gynécomastie, dépilation, circulation veineuse collatérale pour la cirrhose. Je n'ai pas mis l'érythrospalmaire parce que ça n'a pas une très très bonne valeur diagnostique. Distension abdominale et péristatisme apparent pour l'occlusion intestinale. Donc l'astérixis, ce qui est important, c'est de bien le faire réaliser. Donc vous savez que c'est une chute brutale et involontaire du tonus musculaire. C'est une sorte de micro-endormissement finalement. Les patients cirrhotiques, vous allez les voir, ils sont dans le coma. Vous allez les voir 5 minutes plus tard, ils sont parfaitement réveillés. Donc ils ont comme ça une altérance veille-sommeil extrêmement rapide et même à l'échelle de la seconde. C'est l'astérixis. Et ce qu'il faut pour sensibiliser la manœuvre, ce n'est pas le faire comme ça, mais vraiment le faire avec le poignet en dorsiflexion, les doigts en extension et en abduction, comme c'est indiqué ici. Et là, vous allez voir les petites chutes de tonus. On peut le faire aussi en faisant tirer la langue. Et on voit la petite chute du tonus. Là, il n'y a pas besoin de demander au patient de fermer les yeux, c'est complètement incontrôlable. Et chez quelqu'un qui a une hépatopathie chronique, le fait d'avoir un astérixis augmente de façon franche, par l'insuffisance hépatocellulaire qu'il traduit, la probabilité que cette hépatopathie elle soit cirrhotique. Donc rapport de vraisemblance positif à 8,8. En revanche, ce n'est pas très fréquent. Il faut vraiment que ce soit une cirrhose assez avancée. Et donc la sensibilité n'est pas très forte et le rapport de vraisemblance négatif proche de 1. Donc pas très informatif. Gynécomastie et dépilation, donc chez quelqu'un qui a une hépatopathie chronique, chez un homme qui a une hépatopathie chronique, le fait d'avoir les seins qui poussent, donc c'est un signe d'hyperœstrogénisme, comme l'érythrospalmaire, comme l'ételangiectasie, comme l'atrophie testiculaire et la dépilation qu'on va voir. Mais la gynécomastie a une valeur diagnostique intéressante, plus que d'autres signes d'hyperœstrogénisme, avec un rapport de vraisemblance positif à 7. Et la dépilation, corporelle, les patients cirrhotiques, souvent ils n'ont pas de poils sur les jambes, pas de poils en axillaire, peu de poils au niveau pubien, une atrophie testiculaire également. Eh bien, ça, vous voyez, ça a également un bon rapport de vraisemblance positif pour le diagnostic de cirrhose devant une hépatopathie chronique. Et enfin, donc ça, c'était les signes d'insuffisance hépatocellulaire, ceux qui ont le plus de valeur, signes d'hypertension portale, la circulation veineuse collatérale, abdominale, eh bien ça a une excellente valeur diagnostique également, un bon rapport de vraisemblance positif quand il est présent. C'est très en faveur de la cirrhose chez quelqu'un qui a une hépatopathie chronique, donc une perturbation chronique du bilan hépatique. Donc ça, c'était pour les signes de cirrhose. Maintenant, autre situation aiguë, l'occlusion intestinale. Donc deux signes qui sont intéressants. Le premier, c'est la distension abdominale. Devant quelqu'un qui a un abdomen aigu, le fait qu'il soit distendu est en faveur de l'occlusion, avec un rapport de vraisemblance positif qui est presque à 10.
rapport de vraisemblance négatif à 0,4. Et puis autre signe, beaucoup moins fréquent, mais beaucoup plus spécifique, donc moins sensible mais plus spécifique, c'est le péristaltisme apparent. Alors je n'ai pas de vidéo et je ne peux pas vous le mimer celui-ci, mais on voit les ondes intestinales finalement à travers la peau. Et ça, c'est l'intestin qui est en train de lutter contre l'obstacle. Et cette observation-là, peu fréquente donc devant une occlusion intestinale, sensibilité 6%, par contre presque parfaitement spécifique, et donc rapport de vraisemblance positif 20. Voilà, je vous propose de m'arrêter là. Vous regarderez pour la splénomégalie la pâleur conjonctivale, si celui-ci, je vais vous le montrer, parce que ça, là non plus, on me disait, est-ce que le patient est pâle? Est-ce qu'il est anémique? Est-ce qu'il est pâle? On me dit, bah, je ne sais pas, il est noir. On a des drépanocytaires, je ne savais pas dire. En fait, il faut regarder la pâleur conjonctivale, et il y a un endroit où il faut le regarder. Quand on me disait pâleur conjonctivale, je regardais la sclère de l'œil, qui est toujours blanche également. On me disait, bah, je ne sais pas. Et en fait, il y a une façon standardisée, informative de le faire, c'est déverser la paupière, comme c'est montré ici. Et si vous le faites, et je vais vous montrer des photos juste après, bah vous verrez que sur la sclère palpébrale, il y a une sorte d'arc comme ça qui est rouge vif, avec des capillaires très vascularisés. Et puis derrière, il y a la sclère palpébrale libre qui va rejoindre la sclère oculaire, qui est rose pâle. Et donc la pâleur conjonctivale, c'est une dédifférenciation. C'est-à-dire que le cercle rouge vif devient aussi pâle que ce qu'il y a derrière. Exemple, hop, ici, vous voyez en haut quelque chose de physiologique, donc rouge du côté de la paupière, pâle vers le globe. Là, on ne voit pas très bien, mais c'est pareil, là aussi. Et puis là, il y a une pâleur conjonctivale avec cette dédifférenciation. Et ça a une bonne valeur diagnostique, un bon rapport de vraisemblance positif pour le diagnostic d'anémie défini comme une hémoglobine inférieure à 11 grammes par décilitre. Ce n'est pas très sensible. Évidemment, plus l'hémoglobine descend, plus l'anémie est grave et plus vous avez de bonnes chances d'observer ce signe. Mais à 11 grammes par décilitre, on ne donnait pas beaucoup de chance au signe. Néanmoins, quand il est présent, il est très spécifique et donc avec un excellent rapport de vraisemblance positif, 16,7. Et donc pour terminer, toutes les illustrations noir et blanc pour laquelle il n'y a pas de crédit en bas de la diapo viennent de cet ouvrage-là, dans lequel j'ai également trouvé la plupart des rapports, des sensibilités, spécificités et rapports de vraisemblance que je vous ai indiqués. Il y en a un autre qui s'appelle The Rational Clinical Examination, c'est la compilation des articles du JAMA, des revues systématiques du JAMA sur l'examen clinique, qui est faite par l'équipe de la médecine factuelle, de l'Evidence-Based Medicine, McMaster au Canada. Et puis toutes les illustrations couleurs pour lesquelles il n'y a pas de crédit, elles viennent d'une MacLeod, donc à mon sens un bon ouvrage de sémiologie qui nous apprend comment faire les gestes. Dans celui-ci, il y a également des indications sur la manière de réaliser des gestes pour qu'ils soient informatifs. Mais le MacLeod est bien, et vous voyez, il en est. Alors, moi, j'utilise la 12e édition, celle-ci, mais il y en a 14 maintenant, donc vraiment, c'est un ouvrage qui a résisté à l'épreuve du temps, qui s'est amélioré, plus intéressant que la plupart des ouvrages de sémiologie francophones. Voilà, je vous remercie beaucoup.